C'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire thématique organisé par le groupe ICV. J'espère que vous m'entendez tous bien. Si vous voulez bien me l'indiquer sur le chat, comme ça nous permettra d'être bien calés avant de démarrer. Le temps de voir arriver alors, j'espère que tout le monde m'entend bien, parce que personne ne répond dans le chat. Donc, ça doit être satisfaisant. On va considérer que tout va bien. N'hésitez pas à utiliser le chat pour communiquer avec nous tout au long du webinaire, puisque avec Florence, on interviendra l'un et l'autre. Et si vous voulez favoriser l'interactivité en chattant lors de la présentation, on pourra faire part aux présentateurs de vos réactions. Oui, je vois que voilà, c'est dans question que vous nous avez répondu pour nous dire que vous nous entendez bien, donc c'est super. Bienvenue à tous, donc de nouveau pour ce webinaire thématique organisé par le groupe ICV. Donc nous allons parler ce matin de la jungle des labels et des certifications. C'est toujours une problématique dans nos entreprises vitivinicoles de savoir un petit peu de quelle certification, de quel label on parle, sur quel secteur d'activité on se base sur ces différents labels et certifications. Donc on est là, Sébastien et moi, pour vous parler un petit peu de tout ça pendant l'heure qui vient. Donc je me présente, Florence Gras, donc je suis œnologue consultante au sein du groupe ICV basé sur Montpellier, responsable du service formation, et j'interviens aussi au sein du service qualité développement durable de l'ICV. Et Sébastien, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Narjou. Moi, je fais partie du service stratégie qualité développement durable et j'interviens plus spécifiquement sur les sujets de stratégie et de développement durable à l'ICV. Alors donc notre petit webinaire d'une heure, on va vous faire une petite présentation pendant 45 minutes. On va faire un panorama des principaux labels et certifications revendiqués dans la filière vitivinicole. On essaiera un petit peu de se questionner pourquoi on s'engage, dans quel but on s'engage sur les différents labels et certifications. Et puis effectivement, on parlera bien sûr des enjeux et des intérêts aujourd'hui de ces différents types de labels et de certifications. Alors on a laissé un petit temps de réponse à la fin du webinaire, mais surtout n'hésitez pas à nous interpeller, à nous interroger pendant cette heure de webinaire. Au fur et à mesure des questions vous viennent, que ce soit Sébastien ou moi, on va regarder ou dans questions ou dans chatter, hein, les deux. Vous avez commencé à nous parler dans questions, donc ça peut être effectivement dans la bannière questions. N'hésitez pas à nous interpeller et puis on réunira les questions. On vous laissera aussi bien sûr la parole en fin de séminaire. En fin de webinaire, pardon. Alors, pour commencer peut-être, Sébastien, est-ce que tu peux nous faire un peu part un petit peu du contexte un petit peu dans lequel on va évoluer et le champ d'application un petit peu de ces différentes démarches? Donc, première chose essentielle dans toutes ces démarches de labellisation ou certification, on utilise les deux termes, c'est que ce sont des démarches volontaires. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, souvent plus exigeante que la réglementation, mais en tout cas volontaire, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de vous conformer à un référentiel. Alors, elles sont volontaires, mais parfois, comme les CVO, volontaires obligatoires, parce que c'est vrai qu'il y a une pression de plus en plus forte des consommateurs, des clients donc, de la filière vin qui représentent les consommateurs et qui recommandent fortement de suivre telle ou telle labellisation. Donc, on y reviendra dans le détail. Mais aussi, évidemment, les pouvoirs publics sont pourvoyeurs d'un certain nombre de normes, on en entend parler, et dans les démarches de certification, il y a tout le temps une base réglementaire.
Et puis après, c'est aussi un moyen de se différencier et de rassurer un certain nombre de parties prenantes quand on s'engage dans des démarches type RSE, comme les actionnaires, les banques, les assurances, qui sont rassurés par l'engagement dans ce type de démarche. Alors après, on vous présente aussi l'ensemble de ces labellisations ou certifications suivant le champ d'application. Ça, c'est très important en début de démarche de bien définir le champ d'application. Donc, ça peut concerner dans notre filière trois grands périmètres, hein, la partie qui concerne essentiellement la production de raisins, la partie transformation, donc qui intègre toutes les activités de vinification et d'embouteillage. Et ensuite, le troisième champ d'application, c'est plus la partie distribution, mise en marché, qui concerne en fait toute la partie commerciale et vente en B2B chez les clients de la filière vin, en général, pour l'essentiel des produits conditionnés, en bib ou en bouteille. Donc, une fois qu'on a déterminé le champ d'application, on va passer en revue les différentes démarches selon 4 catégories, en se posant toujours la question, est-ce qu'on intervient au niveau du producteur, du transformateur ou du distributeur? Et donc, ces 4 grandes démarches, on les a réparties en 4 grands thèmes. Donc, toutes les démarches qui sont liées à la qualité des produits, les démarches environnementales, les démarches liées à la sécurité alimentaire, et enfin les démarches de responsabilité sociétale de l'entreprise ou RSE. Donc, je vais commencer par les premières démarches qu'on appelle démarches qualité produit. Donc, je vous ai réuni un petit peu quelques-unes, donc à chaque fois entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Donc, on va dire la première démarche qualité produit, c'est savoir si on fait appel à un cahier des charges AOP ou IGP. Effectivement, là, on est dans la volontaire, mais aussi on est un petit peu dans l'obligatoire, puisqu'il faut répondre effectivement à un cahier des charges AOP ou IGP. C'est pour ça qu'on l'a mis sur producteur et transformateur. C'est pour moi le premier, c'est pour nous le premier démarche qualité que vous devez appliquer. Sachant que de plus en plus dans les cahiers des charges AOP, IGP, on va voir arriver des exigences environnementales, et donc ça va faire effectivement le lien avec un certain nombre de démarches que vous avez pu mener par ailleurs au niveau de l'environnement ou que vous n'avez pas débuté à mettre en place au niveau environnemental, mais qui seront de fait nécessaires pour répondre au cahier des charges AOP IGP. C'est effectivement la première démarche qualité produit. Dans le secteur vitivinicole, on a 363 AOP 20, par exemple, et 17 boissons spiritueuses. En IGP, on a 75 IGP de vin en France et 35 boissons spiritueuses. Donc, ça représente quand même une bonne base déjà de démarche qualité. Hors filière, c'est ce qu'on pourrait appeler, hors filière viticole, c'est ce qu'on pourrait appeler le label rouge ou les certifications de conformité produit. Dans d'autres filières, ça représente ce qu'on appelle, par exemple, quand on achète les labels rouges, pour nous, ça serait AOP, IGP dans le secteur vin. Alors ensuite, on rentre un petit peu dans la catégorie des vins nature et des vins véganes, qui sont effectivement des nouveautés aujourd'hui à prendre en compte dans le secteur vitivinicole. En gros, si on veut faire une définition, le vin nature, c'est un vin auquel on n'a pas ou peu d'intrants qui sont ajoutés lors de sa vinification, et notamment la problématique du soufre. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de législation ni de consensus autour de la définition exacte d'un vin nature. Et donc, ce sont différentes associations qui se sont emparées de cette notion de vin nature et qui proposent des cahiers des charges. Donc, la première que je vous propose, c'est la charte de l'association des vins naturels. C'est la plus ancienne, elle date de 2005, c'est le petit logo vert, donc c'est avn.20, donc c'est la charte de l'association des vins naturels. Donc, globalement, dans ce cahier des charges, donc vous adhérez évidemment à cette association.
avez accès à ce cahier des charges. En gros, c'est avoir des raisins en agriculture biologique, une vendange pour la plus ancienne, on va dire entre guillemets, association des vins naturels. Ensuite, vous avez la charte des vins sains, S-A-I-N-S, qui signifie donc sans aucun intrant ni sulfite ajouté. Donc ça date de 2010, c'est un petit peu plus récent. Alors toujours pareil, vous y adhérez à cette charte, vous recevez le cahier des charges et vous avez ensuite des contrôles qui sont faits par cette association. Donc on reprend exactement la même chose que pour l'association des vins naturels. C'est des raisins en agriculture biologique, une vendange manuelle et aucun intrant, ni SO2, ni traitement physique. On y retrouve aujourd'hui 17 vignerons adhérents. Ce sont des chiffres de 2022 ou de 2023. Donc voilà les deux premières. Et ensuite, vous avez la toute dernière. Alors là, ce n'est pas une association, c'est un syndicat de défense des vins nature qui a été créé en 2019. Donc c'est le logo noir. Vous avez le premier logo à gauche et le deuxième ensuite derrière. Donc là, c'est un syndicat auquel vous adhérez, toujours pareil. Vous recevez ensuite le cahier des charges. Qui est donc la base, c'est des raisins, toujours pareil, en agriculture biologique ou en biodynamie, des vendanges naturelles et aucun intrant, ni additif, ni traitement physique. La petite différence entre les deux logos, c'est que dans un cas, vous avez aucun SO2, donc c'est-à-dire qu'on est en dessous des normes légales, enfin des normes, des incertitudes de mesure au niveau du laboratoire, donc c'est aux alentours de 10 mg par litre de SO2 total. Mais vous avez le deuxième petit logo juste à droite, je ne sais pas si vous le voyez, ça entoure le point noir et c'est marqué inférieur à 30 mg par litre de sulfite ajouté. Donc dans le cas de ce syndicat de défense des vins nature, vous pouvez être ou sans SO2 ajouté du tout, vous pouvez prendre le petit logo de gauche, ou vous pouvez, en tout cas ce syndicat vous accepte que vous ajoutiez du SO2, notamment au conditionnement. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, vous pouvez mettre inférieur à 30 mg par litre, bien sûr avec une analyse qui le confirme. Vous avez une petite marge de manœuvre pour ajouter un tout petit peu de SO2 et uniquement au conditionnement. Donc aujourd'hui, c'est 261 adhérents. Donc entre les trois que je viens de vous citer, on est effectivement sur ce syndicat qui représente le plus d'adhérents. Donc ça, c'est la partie vin nature ou vin naturel. Je vous répète, il n'y a pas pour l'instant, aucune réglementation vient s'appuyer sur ces différents syndicats ou chartes. Alors ensuite, vous avez les vins véganes. Donc c'est les deux autres logos qui sont de couleur vert et de couleur jaune. Donc là, le standard de ces vins véganes, c'est évidemment l'exclusion des produits d'origine animale dans la production. Y compris pour la partie viticulture, c'est-à-dire pas d'utilisation de produits d'origine animale pendant en viticulture, c'est-à-dire pas d'utilisation de chevaux, par exemple, pour labourer les vignes, pas d'utilisation de cornes, de déjection animale, donc ça veut dire pas de raisin en agriculture biodynamique, puisque ça utilise effectivement ces produits-là. Ça, c'est pour la partie viticole. Pour la partie œnologique, bien sûr, pas de colle d'origine animale, pas de levure, pas d'enzymes, et pas d'utilisation de levure et d'enzymes, et surtout pas d'utilisation de produits qui pourraient être extraits ou produits avec l'utilisation de dérivés animaux. C'est-à-dire qu'une levure, par exemple, qui aurait été fabriquée sans utiliser un milieu ou un substrat végétal pourrait être utilisée, mais une levure ou une enzyme fabriquée avec un milieu qui viendrait d'une origine animale ne peut pas être utilisée. Donc c'est vraiment le produit qu'on ajoute dans l'œnologie, mais c'est aussi l'origine de la fabrication du produit qu'on utilise en œnologie. Donc ça va vraiment sur la matière première et le mode de fabrication du produit œnologique, de l'intrant qui peut être utilisé. Donc pas non plus des législations autour des vins véganes et des vins véganes. Il existe effectivement deux structures. Dans le premier cas, c'est le logo jaune. C'est l'Union végétarienne européenne qui a été créée en 1996 et qui a créé le logo V-Label, vegan, le logo jaune. Et puis vous avez, donc là c'est uniquement une certification de produit. Dans tous les cas, vous pouvez apposer bien sûr le logo sur vos produits, j'ai obligé de le rajouter. Et puis dans l'autre cas, dans le logo vert, c'est l'expertise Vegan Europe
EVE, Expertise Vegan Europe, qui se développe de plus en plus, qui a été créé en 2016, donc c'est plus récent, mais ça se développe de plus en plus. Beaucoup de communication, bien sûr, tout type de produits alimentaires et autres produits. Et là, la différence avec le précédent, c'est que EVE, EVE Vegan, certifie les entreprises, les usines, et certifie le produit. Le précédent, logo jaune, l'Union végétarienne européenne, ne certifie que le produit, alors que EVE Vegan vous propose de certifier votre entreprise, vos modes de production, ainsi que votre produit. Donc c'est beaucoup plus structuré au niveau même ISO. Quand on lit un petit peu le cahier des charges de EVE Vegan, on est vraiment plus adossé à une structure ISO. Dans les deux cas, donc soit vous adhérez effectivement à cette union ou à cette expertise Vegan Europe qui vous fournit le cahier des charges, qui viennent contrôler effectivement les points du cahier des charges et qui vous autorise à apposer ces logos. Malheureusement, beaucoup d'entreprises se disent vegan, simplement sur le fait de ne pas avoir utilisé de produits, notamment de colle à base animale, et disent qu'effectivement ils font des produits véganes, mais quand on regarde le cahier des charges de ces deux structures, ça va beaucoup plus loin que simplement le fait de ne pas avoir utilisé de colle d'origine animale, pas de gélatine ou pas de caséine ou pas de colle de poisson. Ça va beaucoup plus loin, et pour la viticulture et pour la partie origine des produits œnologiques. Mais Florence, sur ces deux types de certification, ça reste assez confidentiel ou c'est important? Alors, impossible d'avoir des chiffres, en tout cas sur la partie viticole. Voilà. C'est-à-dire que quand on va sur les sites de EVE Vegan ou de l'Union végétarienne Europe, on a des chiffres de structures, d'entreprises, mais on n'a pas la sous-catégorie. On n'a pas la sous-catégorie vin. Voilà. Donc ces logos, vous allez pouvoir les retrouver quand vous allez en grande surface sur un certain nombre de produits. Sur la partie vin, je n'arrive pas à avoir de chiffres. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui créent ou qui mettent une entité vin vegan créée par eux-mêmes, avec un cahier des charges très simple, qui est leur propre cahier des charges. Donc c'est une auto-promotion des vins véganes, en disant simplement je n'ai pas utilisé de colle animale, donc je me dis vegan. Donc c'est plus encadré. Voilà, ce n'est pas voilà. Okay. Les deux logos sont plus encadrés et vont beaucoup plus loin que simplement le fait de ne pas avoir utilisé de colle animale. Okay. Donc ça c'est pour la partie vegan. Ensuite vous avez le zéro pesticide, le ZRP, zéro pesticide, zéro résidu de pesticides, pardon. Alors, vous allez vous demander pourquoi on l'a mis dans la partie qualité produit. Tout simplement parce que ce zéro résidu de pesticides, c'est vraiment une obligation de résultat et pas forcément une obligation de moyens. Donc, dans le cahier des charges du zéro résidu de pesticides, c'est simplement basé sur je mets à disposition du consommateur un produit dans lequel il y a zéro résidu de pesticides. J'ai fait une analyse qui le confirme. Après, les moyens avec lesquels j'ai atteint ce zéro résidu de pesticides importe peu, entre guillemets. Simplement, c'est le résultat qui compte. C'est un logo qui est appliqué sur le produit. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans la qualité produit. Et ce label, on le voit beaucoup sur les fruits et légumes. Je crois que ça représente plus de 50% des fruits et légumes en grande distribution. Sur le vin, c'est important ou... Alors, j'ai pas de chiffres non plus sur la partie vin non plus, parce qu'effectivement, ça a beaucoup été développé sur la partie fruits et légumes. Ça l'est beaucoup moins sur le vin, donc j'ai pas obtenu de chiffres quand on va sur le site. J'ai pas obtenu de chiffres sur ce développement du zéro résidu de pesticides. Donc je peux pas vous donner de chiffres effectivement sur l'emprise de ce zéro résidu de pesticides. Bon, simplement ce que je dirais, donc il y a quand même c'est basé, donc ce label est basé sur une analyse et on est effectivement aux alentours de 300 molécules à analyser sur ce zéro résidu de pesticides, ce qui n'est pas anodin en termes de coût aussi, parce qu'on doit passer par un laboratoire COFRAC. Ensuite, le dernier certification
effectivement la bonne adéquation des process et des procédés et l'écoute du dégustateur ou l'écoute du festivalier, les retours clients, voilà, c'est vraiment basé sur sa partie qualité produit, qualité client. C'est une certification ISO. Donc, les quelques questions qui sont posées derrière, c'est effectivement celles que vous devez vous poser quand vous abordez les démarches de qualité produit. Est-ce que j'ai une chaîne de conditionnement? Est-ce que je suis vraqueur? Est-ce que je veux rationaliser, structurer mon fonctionnement, auquel cas je peux aller sur un système ISO qui va m'aider effectivement à rationaliser, structurer mes procédures, mes procédés? Est-ce que je dois me conforter ma mise aux normes réglementaires globales? Donc ça peut être aussi un système ISO, puisqu'il y a une veille réglementaire obligatoire. Donc effectivement, c'est important de se poser ces questions-là. Ou alors, est-ce que je réponds à une demande spécifique d'un client? Est-ce que je réponds à une demande d'un marché qui m'oblige, par exemple, à être végane et à me certifier avec un organisme? Ou est-ce que je cible des consommateurs particuliers? Et ça peut être des consommateurs qui aiment les vins nature, sans sulfite, ou les vins véganes, auquel cas je m'oriente vers ces certifications et ces labels très spécifiques pour répondre à des consommateurs particuliers. Donc voilà ce qui concerne la partie qualité produit. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient être… Il n'y a pas de commentaires dans le chat, ni les questions, donc on va pouvoir passer aux démarches environnementales. Oui, je vois qu'il y a des gens qui me disent ça coupe ou on ne vous entend plus. Je pense qu'il y a des fluctuations effectivement sur la ligne et j'espère que de nouveau, voilà, c'est revenu. Donc c'est super, c'était juste un petit moment. Alors, donc là, pardon. Voilà, donc là, je te laisse la parole, Sébastien, pour les démarches environnementales. Alors, deuxième grande famille de labels, en effet, ça concerne les démarches environnementales, donc essentiellement, évidemment, concentrées sur l'activité de production de raisins, même si certaines demandent quelques exigences aussi sur les sites de transformation et de vinification, bien souvent. Donc le premier qu'on a mis, mais on va passer rapidement, c'était l'obligation de mise en place d'un conseil stratégique phyto. Ça, c'était une obligation qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2024, qui avait été dans un premier temps décalée au 1er janvier 2025. Et les très récentes annonces du Premier ministre laissent à penser qu'il est mis en pause, voire qu'il fera partie, ce conseil stratégique phyto, de la volonté de simplification de toutes les normes qui concerne la filière agricole au sens large. Donc, en effet, officiellement, le Conseil stratégique phyto est pour l'instant mis en pause. Alors, deuxième grande famille, et là qui concerne une grande partie du vignoble, hein, c'est tout ce qui concerne l'agriculture biologique. Donc là, pour vous donner quand même quelques chiffres pour cultiver en agriculture biologique, entre les surfaces qui sont déjà déclarées en AB. Alors, vous avez le logo français et le logo européen là, qui apparaissent sur la présentation. Mais entre les surfaces donc déclarées et en conversion, ça représente maintenant près de 160 000
000 hectares de différenciation par rapport à l'agriculture biologique qui devient presque classique, on va dire, dans la viticulture. On n'a pas mis, je peux vous la citer, la spécificité biodivin, qui est une certification en biodynamie qui concerne uniquement le secteur du vin, alors qu'elle est plus confidentielle, quoique, puisqu'elle représente plus de 200 exploitations et près de 5000 hectares aujourd'hui. Voilà pour les certifications en biodynamie. Après, on est dans les grosses certifications d'agriculture raisonnée ou d'agroécologie, donc que sont le référentiel Terravitis. Alors, il est essentiellement porté par la maison de Castel qui le revendique et qui est au niveau national une certification qui représente aux environs de 2000 exploitations et près de 45 000 hectares, mais portée, je vous dis, plutôt par les marques de la maison Castel et quelques acteurs domaines et châteaux. Alors ensuite, celle qui a beaucoup fait parler ces dernières années et qui a progressé extrêmement rapidement entre les années 2019 et 2022. Donc, c'est la certification HVE. Donc, HVE niveau 3, parce que je vous rappelle que pour pouvoir apposer le logo haute valeur environnementale, vous devez être niveau 3. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents niveaux. Alors, c'est une certification qui a évolué dans son cahier des charges, puisque la version 4 du niveau 3 est en cours et la version 5 est pratiquement officielle. La grosse évolution quand même entre la version 4 et les versions précédentes, c'est la disparition de cette fameuse voie B qui permettait d'être certifié sur non pas des critères viticoles, mais des critères économiques. Voilà. Alors, c'est une certification qui est très importante aujourd'hui, en nombre d'hectares. Difficile à l'identifier précisément parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en polyculture, mais en tout cas, ça représente plus de 23 000 exploitations, alors des chiffres au 1er juillet 2023, et qui est très représenté en viticulture. Donc, on peut penser qu'aujourd'hui, plus de 50% des surfaces viticoles françaises sont en HVE niveau 3. Et elle est très revendiquée pour la commercialisation en France sur les marques de distributeurs en particulier, parce qu'aujourd'hui, toutes les marques de distributeurs qui pèsent très lourd dans les ventes en grande distribution revendiquent la HVE. Pour terminer sur ces démarches, environnementales, donc toutes celles-là étaient des démarches produits qu'on pouvait apposer, qu'on pouvait apposer sur le produit fini. Ensuite, on va dire qu'il y a deux types de démarches plus structurantes sur la méthode d'échange entre le site de transformation et les producteurs. C'est la démarche agri-confiance. Donc, la démarche agri-confiance, c'est une démarche qui est surtout développée en coopérative et qui permet d'organiser en fait le mode de production et d'échange avec la coopérative en général. Alors ça, c'est une démarche qui est plutôt en stagnation, voire en régression un petit peu.
au profit d'ailleurs des démarches RSE dans les coopératives. Au dernier recensement, elle concernait à peu près une quarantaine de coopératives. Et puis la dernière, alors qu'on cite, qui est une démarche type ISO, comme Florence vous expliquait, ISO 9001, mais qui est focusée sur l'aspect environnemental. Alors elle concerne en général les sites, soit de transformation, soit la distribution des produits. C'est la norme ISO 14001. Alors ça, c'est une norme environnementale qui ne peut pas s'apposer sur le produit, mais qui concerne surtout le système de management des vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux s'étaient engagés dans ces démarches ISO 14001 et les vins de Champagne aussi. Même si les vins de Champagne ont aussi développé leur équivalent HVE spécifique à la région champenoise avec viticulture durable en Champagne. Mais c'est très spécifique et on ne vous l'a pas cité là. Donc pour résumer sur pourquoi s'engager sur ces démarches environnementales, c'est se poser les questions qu'on vous a listées en dessous. Est-ce que j'ai des demandes spécifiques de mes clients? Est-ce que je souhaite anticiper ou répondre à des attentes consommateurs de plus en plus fortes sur les modes de culture de nos vins? Est-ce que je veux me démarquer? Et par exemple, si je veux aujourd'hui vendre à Castel, j'ai très intérêt à pouvoir revendiquer une démarche Terravitis, par exemple. Ou est-ce que je veux tout simplement améliorer mes pratiques et mieux gérer ma production viticole? Voilà. On a une question, Sébastien, sur le bee-friendly. Bee-friendly. D'accord. Alors ça, c'est une démarche. Quid du bee-friendly? Ouais. Alors, c'est assez spécifique. Je n'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais c'est une démarche, sauf erreur de ma part, qui concerne la préservation des abeilles, c'est ça? Et je ne sais pas comment elle est encadrée. Enfin, elle me fait plutôt penser aux démarches que tu as présentées, Florence, sur le végan ou vin nature, qui sont, on va dire, très volontaristes et pas très encadrées en termes de cahier des charges. Est-ce que tu as redonné les surfaces bio et biodynamie? Est-ce que tu peux les redonner, juste si tu l'as, oui, pour qu'on donne bien l'ordre de grandeur? Bio, 160 000 hectares entre les conversions et les déjà en bio, donc 20% du vignoble français, hein, c'est conséquent maintenant. Et biodynamie, donc entre Déméter et donc Déméter, c'est 14 000 hectares à peu près, et Biodivin, donc qui est spécifique vin et qui ne concerne pas les coopératives, je crois que je l'ai pas dit, il n'est pas revendicable pour les coopératives. Biodivin, c'est 5 000 hectares. Donc allez, on peut extrapoler biodynamie autour de 20 000 hectares. Ce qui est une très très forte croissance hein, sur ces dernières années, les démarches en biodynamie. Alors le bio ces dernières années avait beaucoup progressé et a une phase de stabilisation, et la HVE aussi avait énormément progressé ces 4-5 dernières années et est plutôt sur une phase de stabilisation aujourd'hui. Très bien. Donc on passe à la suivante. Alors ça, c'est des démarches plus spécifiques à la sécurité des aliments. Exactement. Là, on va partir sur la sécurité alimentaire, qui est effectivement aussi au cœur des problématiques aujourd'hui dans le secteur viticole. Alors, avec les deux premières normes, que sont ISO 22000 et la FSSC 22000. Alors, c'est relativement proche. Donc là, ce sont vraiment deux normes ISO. Donc, ça veut dire pas d'apposition de logo sur une bouteille. On est vraiment dans la certification d'entreprise, la certification de processus, avec un regard sécurité alimentaire. ISO 9001, qualité produit. ISO 14000, regard environnemental. ISO 22000, regard uniquement sécurité alimentaire des produits. Donc ça, ça se développe pas mal. Effectivement, ça fait partie des normes qui sont demandées de plus en plus au niveau des acheteurs, au niveau de la mise en place aussi par pas mal de clients. Donc la différence entre ISO 22000 et la FSSC 22000, elle est relativement claire, c'est-à-dire que ISO 22000 est une norme élaborée à l'échelle planétaire par une organisation non gouvernementale, comme toutes les ISO.
alors que le FSSC 22000 est un dispositif de certification privée qui vient de Hollande, qui intègre l'ISO 22000 tout en reprenant d'autres exigences non couvertes par ISO 22000, comme la food fraud et la food defense. La food defense, c'est pour dire, en parler français, c'est la malveillance, donc la gestion des risques de malveillance par rapport à un site industriel, un site de production. Et la food fraud, c'est la garantie, l'analyse des risques de contrefaçon, donc de fraude, de contrefaçon par rapport à un produit. Donc c'est le terme food fraud et food defense qui sont utilisés, c'est des anglicismes, mais effectivement, voilà, cela signifie. Donc cette food fraud et cette food defense sont intégrées dans la FSSC 22000 alors qu'elle ne l'est pas pour l'ISO 22000 actuellement. C'est pour ça qu'il y a une petite différence. Voilà, c'est très, très particulier pour cette FSSC qui est quand même relativement confidentielle sur le secteur vin, et on est plutôt sur ISO 22000 de façon classique pour les entreprises qui s'y engagent de façon volontaire. Ensuite, vous avez les deux autres labels ou certifications ou chartes qui sont IFS et BRC, qui sont en fait des cahiers des charges liés à la grande distribution. Donc l'IFS est lié à la grande distribution française, allemande et italienne, c'est-à-dire que si vous faites de la marque distributeur, si vous avez effectivement un travail avec de la grande distribution allemande, française ou italienne, on peut vous demander de répondre à ce cahier des charges IFS, International Food Standard, avec un certain nombre d'exigences en termes de certification, en termes d'assurance de sécurité alimentaire de votre usine de production. Et là, on y rajoute effectivement les mêmes éléments que pour la FSSC, c'est-à-dire la food fraud, la food defense, donc la malveillance, la gestion des risques contre les contrefaçons, et puis toute la partie aussi culture de la sécurité alimentaire d'un site industriel. Ce qui est compliqué, c'est que quand on fait quand on est sur un dossier IFS et qu'on répond à une grande distribution, l'audit qui est fait par la grande distribution va se faire sur le produit que vous avez mis en marque distributeur. C'est toujours très compliqué pour une entreprise de mettre en place un système qualité de la sécurité alimentaire sur uniquement un processus ou un procédé de fabrication ou sur une gamme de produits qui va en grande distribution. En général, la totalité de l'entreprise est IFS ou BRC parce que c'est très difficile de scinder uniquement pour la marque distributeur. Pour IFS, grande distribution française, allemande et italienne. Pour le BRC, donc c'est le British Retail Consortium, c'est la même chose qu'IFS, mais liée à la grande distribution anglo-saxonne, anglaise, britannique, qui peut effectivement demander ce BRC pour la partie qui la concerne, c'est-à-dire pour la partie marché anglo-saxon. Et donc là, les périmètres sont essentiellement sur le conditionnement, c'est ça, ça concerne, ou ça va sur la cave parfois? Alors, ça va sur la cave aussi, toute la partie traçabilité, toute la partie, il y a des exigences aussi sur un certain nombre de traçabilité des intrants, de type d'intrants. Donc effectivement, ça va aussi sur la partie production. Ça se concentre évidemment sur la gestion des risques au niveau du conditionnement, mais ça se déroule aussi sur la partie production. Et d'ailleurs, la production est aussi auditée sur l'hygiène, sur la maintenance. On retrouve quand même la production, tu veux dire transformation? La transformation, la vinification. La vinification, voilà. On ne l'a pas mis sur la partie producteur parce qu'effectivement, ça ne va pas sur la partie viticole. C'est la gestion de la matière première, oui, donc la gestion des raisins, mais il n'y a pas d'exigence sur la partie production de raisins. Les exigences sont plutôt sur la partie vinification et sur la partie conditionnement. D'accord. Sur la sécurité alimentaire. Alors, je vois comment se traduit concrètement ces démarches de sécurité alimentaire. C'est le plan d'hygiène, c'est le plan de maintenance, c'est l'entretien du matériel, c'est la traçabilité, c'est la gestion du risque alimentaire, c'est la capacité d'avoir une gestion de crise si jamais il y a un produit qui part que ce soit ISO 22000 ou IFS BRC. Vous avez un produit qui est distribué dans une grande distribution anglaise. Si jamais il y a à l'analyse trop de SO2 ou une molécule qui ne devrait pas se retrouver dans la bouteille, à ce moment-là, il y a une gestion de crise qui va se mettre en place.
Donc, il faut être capable dans l'entreprise de gérer ça et d'apporter toutes les preuves de la bonne gestion sanitaire de l'outil de production et du produit final. Donc voilà, c'est vraiment ce regard-là qui est demandé pour IFS, BRC, ISO 22000. La malveillance, c'est pareil, c'est apporter la preuve à une grande distribution que vous sécurisez votre lieu de production pour qu'il n'y ait pas d'introduction extérieure, de malveillance extérieure et qui viennent dénaturer ou rendre le produit non consommable ou voilà, non consommable de façon non sanitaire. Donc les questions à se poser, toujours pareil, par rapport au choix d'une démarche de sécurité alimentaire. Est-ce que j'ai une chaîne de conditionnement? Est-ce que je suis vraqueur? Est-ce que je vais jusque la marque distributeur? Est-ce que je dois répondre à une demande spécifique d'un marché export? Je suis en Angleterre, je suis en Allemagne, je suis en Italie. Évidemment, alors pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance IFS et BRC. Depuis des années que c'est demandé qu'il y ait un lien entre les deux. Ce seront des auditeurs IFS ou des auditeurs BRC qui viendront vous auditer, même si vous avez un marché anglais et un marché allemand. Et puis pour me conforter effectivement à ma mise aux normes réglementaires, oui, ça peut être ISO 22000. De façon volontaire, je veux mettre en place et sécuriser mon processus de production. Donc voilà pour la partie sécurité alimentaire. Et pour terminer, les nouvelles démarches qui ont lien à la responsabilité sociétale des entreprises. Sébastien, si tu veux nous en parler. Oui, alors ces démarches-là qu'on appelle, on en entend beaucoup parler d'ailleurs, de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça, ce sont des démarches qui couvrent souvent l'ensemble de la filière et des étapes de transformation du produit ou qui sont plus spécialisées sur l'aval sans nécessairement intégrer les modes de production, puisque les modes de production sont souvent donc traités par les démarches environnementales. C'est d'ailleurs souvent des démarches complémentaires, les démarches environnementales dont je vous ai parlé tout à l'heure et les démarches RSE sont souvent complémentaires par rapport au périmètre d'action. Alors, préalablement à la présentation des principaux labels qu'on trouve dans la filière vin, on a voulu vous rappeler aussi qu'il y avait des velléités d'obligations réglementaires en matière de RSE. Aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte réglementaire en matière de RSE, quoique, puisqu'il y a une nouvelle directive européenne qui parle d'obligations CSRD qui sont globalement les obligations de reporting extra-financier. Donc, c'est en train de se mettre en place aujourd'hui. Je vous rappelle, reporting extra-financier obligatoire pour simplement les entreprises du CAC 40. Donc, c'est-à-dire ne pas parler que d'économie, mais parler aussi d'indicateurs en matière sociale et en matière environnementale. De nouvelles obligations sont en train de voir le jour avec une échéance d'application au 1er janvier 2025 en utilisant les chiffres de 2024 pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça concerne encore peu d'opérateurs dans la filière. Et puis, des évolutions qui monteront en puissance 2026-2027. Alors, pour en venir aux démarches RSE, donc complètement volontaires, elles sont toutes, enfin pratiquement toutes. Il y a une exception que je vous présente à la fin, mais basée sur la norme internationale ISO 26000. Donc ça, c'est une norme qui n'est pas certifiable, mais qui est évaluable. Parce que, à contrario des démarches 14 000 et 22, voilà, sur lequel il y a un certain nombre d'obligations de moyens, la démarche ISO 26000 est une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire tout le monde fait de la RSE d'une certaine façon, mais on ne fait pas bien ou pas bien de la RSE. On fait de la RSE dès qu'on traite autre chose que les sujets et indicateurs économiques et on se préoccupe dans les entreprises de social et d'environnemental. Et donc, à partir de là, on fait de la RSE. Alors, on peut l'évaluer par un tiers externe. La principale
normes et label d'évaluation est fait par l'AFNOR et s'appelle Engagé RSE. Et donc, on mesure le niveau d'engagement en matière de RSE. Alors, c'est multifilière, hein, il y a plus de 500 entreprises, je crois, qui sont évaluées, engagées RSE. Et dans la filière vin, elle est couverte grâce en général soit au label engagé RSE, soit au label vigneron engagé. Parce que le label vigneron engagé se base lui aussi sur la norme ISO 26000, avec comme principale différence entre vigneron engagé et engagé RSE, c'est que toute la partie vignoble est traitée dans le label vigneron engagé. Mais quand on est vigneron engagé, on obtient la double labellisation vigneron engagé et engagé RSE. Donc, ces deux labellisations représentent, je vous disais, sur un peu plus de 500 entreprises, toutes filières confondues, près de 60 entreprises coopératives, cas particulières, structures de négoce, qui sont engagées RSE et ou vignerons engagés. Donc la filière vin est très représentée hein, dans ces labels RSE. Ensuite, il y a des labels, on va dire, un peu plus spécifiques qui sont en train de monter aujourd'hui dans la filière vin. Donc, le premier qui concerne plus la distribution et la transformation, c'est un label qui s'appelle PME+, qui est réservé en fait aux PME françaises et qui est développé par la FEF, la Fédération des entreprises exportatrices françaises. Dans la filière vin, il y a 4 ou 5 acteurs, dont le plus connu qui revendique cette labellisation, Gérard Bertrand. Donc c'est un label qui n'est pas revendicable pour les coopératives, hein, par exemple, puisqu'il faut avoir une structure capitalistique qui n'admet pas les coopératives. Donc 4 acteurs à aujourd'hui recensés sur ce label RSE, dit PME+. Et puis le dernier label, alors, qui commence à être très représenté, qui monte en tout cas, et dont on entend de plus en plus parler, c'est le label RSE Bicorp. Alors ça, la spécificité de ce label, c'est que c'est un label international et qui a une reconnaissance d'ailleurs internationale bien plus forte que les autres labels précédents que je vous ai présentés, puisque les autres ont un rayonnement et une connaissance française, voire européenne, pour engager RSE, alors que Bicorp, lui, a une reconnaissance internationale, hein, puisqu'il est représenté, alors toutes filières confondues, il revendique une implantation dans près de 80 pays et plus de 5000 entreprises qui sont labellisées Bicorp. Alors, dans la filière vin, ça reste encore faible, quoique, hein, puisque on a fait un recensement très récent. Aujourd'hui, 12 entreprises de la filière vin revendiquent le label Bicorp. Donc, c'est un label qui est assez particulier parce que pas basé, lui, sur l'ISO 26000, mais basé sur les principes d'engagement volontaire sur le rôle de l'entreprise comme une entreprise à mission. Donc, il y a nécessité pour obtenir ce label de faire évoluer ses statuts et de transformer ces statuts d'entreprise en entreprise à mission, c'est-à-dire qu'ils revendiquent là aussi une mission autre que simplement gagner de l'argent. Voilà. Donc, on voit apparaître ce label dans la filière vin là, depuis 2 ans environ, essentiellement de notre point de vue pour des raisons de rayonnement international. Donc voilà les principaux, hein. Il en existe d'autres, label Lucie et d'autres labels, mais qui sont très peu représentés en fait dans la filière vin. Donc ça, c'est vraiment les principaux qu'on a voulu vous lister. Et on s'engage en général. Oui. Il y a une question sur Bicorp avant que tu. Quand tu as parlé de 12 entreprises certifiées à Bicorp, oui. C'est dans le monde ou en France? Non, c'est 12 entreprises dans la filière vin en France. D'accord. Okay.
Non, non, dans le monde, c'est plus de 5000 entreprises. Hein. D'accord. C'est plus de 5000 entreprises dans le monde. Et je crois que j'ai les chiffres, toutes entreprises confondues en France. En France, tout secteur d'activité confondu, on parle d'environ 200 entreprises qui seraient Bicorp voilà. En France. Ok. Dont 12 dans la filière vin. Dans la filière vin, ok, voilà. On est d'accord. Pour les plus connus dans la filière vin aujourd'hui, qui sont en train de revendiquer et qui ont donc été labellisés Bicorp, c'est des maisons champenoises comme Bollinger ou comme Piper & Sick, ou les domaines Baron Philippe Lafite Rothschild à Bordeaux. En Languedoc, à notre connaissance, il y a 2 acteurs qui revendiquent le label Bicorp. C'est le producteur Château Maris, qui est en Minervois, sauf erreur de ma part, et le producteur en négociant aux portes de Montpellier, Maison BLB, Bruno Le Breton. Voilà, ce sont les 2 acteurs en Languedoc. C'est affiché sur le produit, ça, ou c'est affiché? Alors, c'est affichable sur le produit, absolument. C'est sur le produit. Et ces labels RSE se développent beaucoup pour parler justement d'autre chose que de labels produits classiques et intègrent ou n'intègrent pas la partie production. Donc les questions, vous les avez en dessous à se poser pour s'engager dans telle ou telle démarche. Aller au-delà de la réglementation, se préoccuper pas seulement d'économique, mais aussi de social et d'environnemental et de l'afficher. Il y a des demandes spécifiques sur certains marchés ou certains clients, par exemple les monopoles scandinaves ou la Société des alcools du Québec qui favorise ce type de démarche, enfin qui les encourage tout au moins. La grande distribution est en train aussi d'encourager ce type de démarche. Et puis c'est un moyen bien souvent aussi de se démarquer de la concurrence ou de faire valoir les engagements RSE, parce que je le redis, tout le monde fait la RSE dans les entreprises. Après, le valoriser, le faire savoir, c'est une étape supplémentaire. Et ça a surtout un intérêt, on développe d'ailleurs aujourd'hui à l'ICB des démarches d'accompagnement RSE clé en main pour justement simplifier l'approche RSE dans les entreprises, mais ça permet de structurer et d'organiser en fait avec les salariés et les producteurs le mode de fonctionnement de l'entreprise, et c'est très motivant pour les salariés. Donc voilà très rapidement brosser les principaux labels RSE qu'on peut voir dans la filière vin. Alors on a terminé par les démarches RSE tout simplement parce que c'est les plus globales. Oui. C'est celles qui intègrent vraiment la totalité de l'entreprise et des problématiques de l'entreprise. Par exemple, ISO 26000, si on est dans la sécurité alimentaire, si on a fait la qualité produit, ces exigences-là sont intégrées aussi dans ISO 26000. Oui, absolument. Voilà. On peut avoir des doubles ou triples certifications. On peut avoir des doubles ou triples certifications, ou effectivement remplacer, quand on fait un ISO 26000, ça veut dire qu'on répond aussi à la réglementation de sécurité alimentaire, la qualité produit, un certain nombre d'exigences. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quand même on a commencé par ISO 9001, ensuite on se préoccupe de sécurité alimentaire, 22000, de l'environnement, 14000. Finalement, la 26000. Elle regroupe tout ça. Regroupe tout ça. La RSE regroupe tout ça de façon globale. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi en fin d'intervention, puisqu'elle prend en compte vraiment quelque chose de beaucoup plus global sur l'entreprise et d'accompagnement beaucoup plus global de l'entreprise et des salariés. Alors, j'ai pas d'autres questions. Il est 12:05. Est-ce que certaines questions pourraient peut-être intervenir? On est à votre écoute. Des points de détail ou des choses comme ça sur lesquelles on peut vous répondre maintenant ou vous donner une réponse d'ailleurs ultérieurement quand il y a vraiment une question très spécifique. J'en vois pas arriver. Tu peux afficher d'ailleurs nos contacts. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais faire pour, voilà, pour saluer tout le monde. Dire qu'effectivement, on est à votre disposition pour des contacts et des questions un peu plus précises par rapport à ces labels qu'on a pu vous décrire, que c'est toujours très court, en 1 heure,